Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Nous allons parler un peu de physique atomique. Alors la physique atomique parle de la structure de l'atome et de ses propriétés, mais pas du noyau de l'atome. Et parle également des propriétés chimiques. Nous verrons ici, c'est aussi une théorie extrêmement vaste, et nous verrons ici que les bases, l'essentiel, juste ce dont nous pouvons avoir besoin. Alors, l'atome, c'est un noyau très très petit, constitué de protons et de neutrons, avec un nombre de protons noté Z, et qui a une charge électrique, donc, qui est Z fois la charge électrique du proton, charge électrique élémentaire, donc une charge de Z, positive. Les électrons, chargés négativement, sont placés tout autour. La taille de l'atome, constitué par ce nuage d'électrons, est considérable par rapport à la taille du noyau, qui est très très petite. Le nombre Z de protons est caractéristique du type d'atome. Le nombre de neutrons ne fait que distinguer ce qu'on appelle les isotopes. Et le type de l'atome, c'est simplement l'élément chimique, ce sont les éléments du tableau périodique des éléments. Les charges positives et négatives s'attirent. Donc, les électrons se placent autour du noyau, et comme la charge est Z pour le noyau, il y a tendance à y avoir, dans l'état de base, Z électrons, donc le même nombre d'électrons que de protons, et la charge électrique totale de l'atome est nulle. Notons que l'interaction forte qui agit sur les protons et les neutrons est extrêmement puissante, mais elle n'agit pas sur l'électron. Ce qui explique que le noyau soit très compact, et les électrons placés autour. De plus, les protons et les neutrons sont très massifs, et la physique quantique montre, avec le principe de la détermination, que dans ce cas-là, l'objet peut être extrêmement petit. Les électrons, eux, ayant une masse très petite, ont tendance, à cause de ce principe de la détermination, à s'étaler autour de l'atome selon une structure plus grande. Notons qu'on peut aussi avoir, donc dans l'état de base, on a Z électrons, mais on peut aussi avoir quelques électrons en plus ou en moins. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle un ion, et les ions sont chargés électriquement par la différence d'électrons. Un électron en moins, ça fait une charge électrique positive, un électron en plus, ça fait une charge électrique négative. Les électrons ne se placent pas n'importe comment autour de l'atome. Si on a une charge, donc le noyau positif, ici, chargé positivement, les électrons vont s'organiser en couches appelées orbitales et d'une structure des orbitales de plus en plus grandes. Ainsi, les lois de la mécanique quantique montrent qu'on peut mettre 2 électrons sur la première orbitale, mais pas plus. On ne peut pas mettre plus d'électrons. Les suivants se mettent alors sur l'orbitale suivante, sur lequel on peut en mettre jusqu'à 6. Et ainsi de suite. On ne peut pas mettre d'électrons ailleurs. C'est juste sur ces orbitales. Et l'énergie des électrons sur les différentes orbitales augmente à fur et à mesure qu'on parle des orbitales de plus en plus grandes. Tout ceci est expliqué par la mécanique quantique, et bien sûr, il est observé, mesuré, etc. Donc il n'y a pas de problème, sauf que nous ne verrons pas la mécanique quantique ici. Notons que ces orbitales ne sont pas des orbites circulaires. Ce ne sont pas comme des petites planètes autour du noyau, puisque je vous ai dit justement, les électrons ont tendance à s'étaler. Donc ils n'ont pas une position précise, même inconnue. Ils ont une position intrinsèquement aléatoire. Et donc la structure des orbitales peut être assez complexe, mais cette représentation sous forme d'orbite suffira largement à notre propos, à notre discussion ici.
Le premier modèle de bord utilisait une telle structure, il s'est avéré très insuffisant, mais c'est suffisant pour nous. Les électrons étant des particules chargées électriquement, et en plus très légères, elles interagissent facilement avec le champ électromagnétique, c'est-à-dire avec des photons. Et un électron qui change d'orbital gagne ou perd de l'énergie, puisque les différentes orbitales ont des énergies différentes, ce qui peut se traduire par un échange de photons. Ainsi, un électron qui est ici, supposons qu'il y ait une place libre ici, l'électron qui est ici peut monter sur l'orbital là. Alors, notons E, la différence d'énergie entre les deux orbitales. À ce moment-là, il peut monter là en absorbant un photon d'énergie E. Donc un photon qu'on note généralement par la lettre gamma. De même, l'électron, s'il retombe sur l'orbital inférieur, il va émettre un photon de cette même énergie. Et selon la relation de Planck, ça correspond à h nu, c'est-à-dire que la fréquence du photon absorbé ou émis est donnée exactement par cette relation. On peut aussi exciter les atomes par d'autres moyens, par exemple par des chocs ou en envoyant des particules sur l'atome. Le fait que l'énergie des photons soit précise explique que un atome a un spectre de Rayet. Et ça explique le phénomène d'empreinte digitale dont j'avais parlé pour le spectre des atomes. Les photons émis ont des fréquences bien précises. De plus, ces énergies, cette structure dépend du nombre Z, dépend du nombre de protons, et donc est une marque d'empreinte digitale, littéralement, du type d'atome qui est considéré. Si l'énergie qu'on utilise pour exciter les électrons, donc les faire monter dans des orbitales, si cette énergie est particulièrement grande, alors l'électron peut être carrément arraché à l'atome, et à ce moment-là être libre, et ce qui reste est alors un ion. Par exemple, si la température est grande, ça veut dire que l'agitation thermique est forte, et donc les collisions entre atomes, les collisions aléatoires, sont fortes, ce qui peut provoquer l'excitation des atomes. Et si la température est particulièrement élevée, typiquement quelques milliers de degrés, à ce moment-là, les électrons sont tous arrachés des noyaux, et on obtient un état appelé plasma, où on a des noyaux et des électrons libres qui se baladent dans le milieu, à très haute température. Je disais donc que les différents Z caractérisent l'atome, c'est-à-dire l'élément chimique. Ainsi, pour Z égale 1, un proton, on a l'hydrogène. Pour Z égale 2, c'est l'hélium, etc. Pour Z égale 6, c'est le carbone. Pour 8, c'est l'oxygène. Et on continue ainsi jusqu'à 92, qui est l'uranium, qui est le plus grand trouvé dans la nature, mais avec les réacteurs nucléaires ou des accélérateurs de particules, on a fabriqué des éléments plus lourds jusqu'à 110, c'était dans le tableau périodique où on a découvert des éléments très lourds, très radioactifs, très instables. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils n'existent pas dans la nature. Ils sont trop instables, se désintègrent trop vite. Maintenant, quelles étaient les propriétés chimiques? La chimie, c'est des assemblages d'atomes dans des molécules. Et donc, ce sont des contacts entre atomes. Ce qui veut dire que les propriétés chimiques résultent essentiellement des électrons externes, ceux qui sont le plus à l'extérieur de l'atome, car c'est eux qui entrent en contact. À ce moment-là, les atomes vont avoir tendance à échanger des électrons ou à les mettre en commun, de façon à ce que les électrons puissent se mettre sur des orbitales d'énergie plus faibles, et donc gagner d'énergie. Lors de liaison, l'excès d'énergie est libéré sous forme de chaleur, sous forme de photons, et la liaison à ce moment-là est stable, à moins de fournir de l'énergie pour casser la liaison chimique. Par exemple, pour
la liaison hydrogène-oxygène. On a un noyau pour l'oxygène avec 2 électrons sur la première orbitale et 6 électrons sur la deuxième orbitale. L'hydrogène, lui, n'en a qu'un, et les électrons vont se mettre en commun sur les 2 orbitales, elles vont s'imbriquer l'une dans l'autre. Les électrons vont être mis en commun, ce qui diminue l'énergie totale de l'ensemble. En fait, ce que j'ai dit, les orbitales ne sont pas des orbites circulaires, elles ont une structure plus ou moins complexe, et on vérifie que il y a une autre mise en commun qui peut être faite, et la liaison typique, ça va être HOH, donc oxygène, c'est-à-dire H2O, 2 atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène, et ça, c'est la molécule d'eau. On en rencontre évidemment beaucoup d'autres, CH4, un carbone et 4 hydrogènes, c'est le méthane, ou gaz naturel. C6H12O6, 6 carbone, 6 oxygènes, 12 hydrogènes, c'est le glucose. Et des assemblages comme ça, il y en a beaucoup possibles. Il y en a même des milliards et des milliards de possibles. Voilà, ça nous suffira. C'est juste les grandes lignes, les choses principales que nous avons besoin de savoir sur les atomes. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons au noyau. Et donc, nous verrons la physique nucléaire. Je vous remercie.